Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, en ce 1er mai, je souhaite vous souhaiter une excellente fête des travailleurs. Et non pas fête du travail comme c'est bien trop souvent dit, mais nous reviendrons plus tard sur ce débat d'appellation. Et du coup, en ce 1er mai qui s'annonce probablement assez particulier, même si au moment où je tourne, on est encore assez loin de l'échéance, mais il me semble assez acquis qu'il ne va pas se dérouler comme d'habitude au vu du contexte. Mais nous allons quand même essayer de voir d'où vient cette tradition, cette fête des travailleurs le 1er mai. Pourquoi le 1er mai? Pourquoi une fête des travailleurs? D'où ça vient? Nous allons répondre à ces questions ici. Le 1er mai trouve ses origines dans la revendication pour la journée de 8 heures dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps sur cette chaîne. Il faut remonter en 1884. Cette année-là, le 4e congrès de la Fédération américaine du travail, l'American Federation of Labor, s'était donné un objectif d'atteindre la journée de 8 heures et de l'atteindre pour 1886. Et avait décidé que si ce n'était pas fait, elle lancerait un grand mouvement de grève le 1er mai 1886. Le 1er mai ayant été choisi car c'était pour beaucoup d'entreprises américaines le jour où elles entament leur année comptable et donc c'était un moyen d'avoir un début clair, précis sur la mobilisation. Ainsi, lorsqu'on arrive à la date fatidique, un certain nombre d'entreprises avaient déjà accepté de mettre en place les 8 heures, puisque bon, pendant ces 2 années, il y avait eu des luttes, des mobilisations. Il y avait la menace de la grande mobilisation du 1er mai 1886 qui faisait effet. Donc, dans un certain nombre d'entreprises, des avancées avaient eu lieu. Mais beaucoup avaient refusé de céder sur la question. Et donc, il fut décidé que la grande mobilisation prévue ait effectivement lieu. Et ainsi, à partir du 1er mai 1886 et dans les jours qui suivirent, de nombreuses manifestations et grèves vont avoir lieu. Et le 3 mai, à Chicago, 3 manifestants vont mourir lors de des répressions de ces manifestations par les forces de l'ordre. Ce qui va mettre un peu le feu, puisque le lendemain, il va y avoir une grande marche organisée en protestation contre cette répression et les morts qu'elle causait. Et donc, à un moment, une bombe va être lancée sur la police durant cette marche. Un policier va mourir, plusieurs seront blessés, et du coup, les policiers vont charger et réprimer cette marche. Et donc, des affrontements vont avoir lieu entre la police et les manifestants, provoquant plusieurs morts. Suite à cela, l'État, les forces de l'ordre, décidèrent qu'il fallait punir les responsables des morts des policiers. Plusieurs militants ouvriers connus localement furent arrêtés et jugés coupables de cette attaque. 5 anarchistes furent ainsi exécutés le 11 novembre 1886, malgré une mobilisation nationale et internationale en leur faveur, clamant leur innocence, ce qui d'ailleurs fut reconnu plus tard, puisque quelques années plus tard, ils furent réhabilités du fait que le procès s'était déroulé de manière assez expéditive et ils avaient condamné sans preuve formelle. Et de leur côté, les policiers ayant tué des manifestants ne furent aucunement inquiétés. Ainsi, cette exécution allait être un symbole pour le mouvement ouvrier, un symbole de la lutte pour la journée des 8 heures, en partie symbolisée par la dernière phrase de l'un des condamnés à mort: « Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Cette journée, déjà, elle était chargée de symbolique. Et en 1889, alors qu'il y avait un congrès de la Seconde Internationale qui se déroulait à Paris, ce congrès célébrant également du coup à l'occasion les 100 ans de la Révolution française, il fut décidé d'organiser une journée de mobilisation mondiale. Cette discussion était arrivée à l'initiative du socialiste français Jules Guesde, qui voulait donc du coup cette journée de mobilisation mondiale. Plusieurs journées furent proposées, et donc parmi elles, ce 1er mai fut avancé pour célébrer cette grande journée de revendication pour la journée des 8 heures qui avait eu lieu, pour rendre hommage aux ouvriers morts dans cette mobilisation. Et en plus, cette journée était bien placée dans l'année, au printemps, il fait beau, c'est une période qui symbolise pas mal le renouveau. Donc il y avait vraiment ce qu'il fallait pour que cette journée soit choisie, soit idéale pour placer une journée de revendication internationale pour revendiquer la journée de 8 heures. Ainsi, il fut décidé que l'année suivante, le 1er mai 1890, qu'une grande manifestation allait avoir lieu à travers tous les pays. Un certain nombre de militants ouvriers, socialistes ou anarchistes n'étaient pas forcément tous d'accord avec cette idée. Certains pensaient que ça allait faire un flop, que ça n'allait pas servir à grand chose. Mais le succès de cette première mobilisation, qui dépassa les attentes, fit que, globalement, dans les années qui suivirent, tout le mouvement ouvrier allait se rallier à cette journée. Même si la journée de 8 heures ne fut pas obtenue, et que du coup, il fut décidé que chaque année, tant que la journée de 8 heures ne serait pas obtenue partout, ça serait la revendication phare du 1er mai. Et donc, du coup, ces 1er mai étaient marqués par des
les grandes manifestations, mais également par des grèves, puisque ce n'était pas à l'époque un jour férié, donc pour pouvoir participer au 1er mai, il fallait se mettre en grève. Et malgré ça, les cortèges étaient quand même souvent assez bien fournis, ce qui allait provoquer quand même pas mal l'inquiétude des gouvernements et de la bourgeoisie, qui chaque 1er mai, enfin surtout au mois d'avril, chaque avril, ils sentaient la peur monter, il y avait souvent une propagande disant qu'il y avait le danger révolutionnaire qui arrivait, l'insurrection, la canaille, la chienlit, comme dirait le général de Gaulle, qui allait menacer le pays et l'ordre bourgeois. Et du coup, ces manifestations étaient globalement assez bien encadrées par la police, qui voulait quand même s'assurer de maintenir l'ordre. Et vu que le maintien de l'ordre à l'époque c'était pas tendre, enfin, aujourd'hui non plus, mais à l'époque c'était encore pire, régulièrement il y avait des affrontements et qui étaient parfois dramatiques. Ce fut le cas, par exemple, du coup, lors de ce 1er mai 1891, lors de laquelle la manifestation de Fourmi dans le Nord allait tourner au drame. Les tensions vont éclater entre l'armée et les manifestants, et l'armée finira par ouvrir le feu sur la foule. Ainsi, 9 manifestants allaient mourir et 35 autres allaient être blessés. Il faut savoir qu'à l'époque, le maintien de l'ordre faisait souvent appel à l'armée. Souvent la bourgeoisie, lorsqu'il y avait des grands mouvements de manifestations de grève, appelait l'armée pour maintenir l'ordre et pour forcer les ouvriers à retourner au travail. Et du coup, les affrontements entre l'armée et les manifestants étaient fréquents. Et du coup, ce deuxième 1er mai, déjà ensanglanté, allait devenir là aussi un symbole. Un symbole pour le mouvement ouvrier, notamment en France, les morts de Fourmi devenant des martyrs, l'événement faisant même débat à l'Assemblée, et Clemenceau, par exemple, en profita pour dénoncer la répression du mouvement ouvrier, ce qui est assez ironique lorsqu'on sait que quelques années plus tard, c'est lui qui allait la mener, quand il fut ministre de l'Intérieur en 1906. Mais à cette occasion, il déclara « Ces femmes et ces enfants, dont le sang a pour si longtemps rougi le pavé, il y a quelque part sur le pavé de Fourmi une tache innocente qu'il faut laver à tout prix. Prenez garde, les morts sont des grands convertisseurs, il faut s'occuper des morts. » Mais malgré tout, lorsque la justice va s'emparer de l'affaire, ce fut seulement des manifestants qui furent condamnés, puisque 9 organisateurs de la marche furent condamnés à des peines de prison allant de 2 à 4 mois fermes pour entrave à la liberté du travail, outrage et violence à agents et rébellion. On voit bien que c'est toujours la même rengaine de condamner les manifestants alors que c'est de leur côté qu'il y a le plus de blessés et de morts. Puis dans les mois qui suivirent, ce furent également Hippolyte Culin et Paul Lafargue qui seront condamnés pour avoir contribué à organiser cette manifestation considérée comme illégale. Ce deuxième 1er mai fut également celui qui va donner un des symboles du 1er mai, une fleur, mais pas le muguet. Non, à l'époque, pas le muguet, à l'époque c'était l'églantine. En effet, une des victimes de ce 1er mai 1891 portait une églantine, fleur rouge, qui allait devenir du coup un symbole du 1er mai et du mouvement ouvrier. De plus, ce 1er mai contribua également à l'antimilitarisme du mouvement ouvrier, puisque globalement, déjà, l'internationale ouvrière est anti-internationale, donc plutôt opposée aux guerres, mais en plus, le rôle de répression de l'armée dans l'histoire du mouvement ouvrier allait aussi contribuer à une tension et une cassure entre ces deux mondes. Néanmoins, le gouvernement n'est pas uniquement dans la répression. Le gouvernement a quand même conscience qu'il faut quand même essayer de maintenir l'ordre par d'autres moyens, que la répression violente ne résout pas tout, et donc il essaye, par certains aspects, de se montrer conciliant, de recevoir des représentants du mouvement ouvrier, de discuter avec eux, de négocier, pour tenter de maintenir le calme, mais sans lâcher sur les revendications du mouvement ouvrier, et en refusant du coup la journée de 8 heures. Donc les 1er mai vont se poursuivre, et on arrive en 1906. Autre année assez phare du 1er mai. En effet, le contexte est déjà assez particulier, puisqu'au mois de mars, il y a eu la pire catastrophe industrielle de l'histoire de France. La catastrophe de Courrières, qui avait vu 1099 mineurs trouver la mort dans un accident de mine, ainsi que des centaines de blessés. La cause exacte n'est pas connue, probablement un coup de grisou, et cela avait mis en avant les conditions de travail très dures de la classe ouvrière. Les mines en étaient un exemple flagrant, mais c'était très répandu, avec donc des conditions de travail dangereuses. Les accidents de travail étaient fréquents, et du coup, il y allait y avoir de grands mouvements sociaux depuis le mois de mars pour protester contre cette situation, demander des meilleures conditions de travail, demander une meilleure sécurité du travail. Et donc, du coup, ces 2 mois de manifestation avant le 1er mai allaient préparer le terrain à ce que le 1er mai soit assez massif. De plus, la CGT avait décidé de s'appuyer sur ce contexte pour accentuer la lutte pour la journée de 8 heures, puisque 16 ans après, elle n'avait toujours pas été obtenue. Quelques avancées avaient été obtenues, le temps de travail avait été réduit à 10 heures, avec les lois Waldeck-Rousseau,
entre 1900 et 1904, mais les 8 heures n'étaient toujours pas obtenues. Donc il fut décidé de ne plus se contenter seulement de la demander, mais de l'imposer, et que désormais, à partir du 1er mai 1906, les ouvriers devaient refuser d'aller travailler plus de 8 heures par jour. Ils vont travailler, puis au bout de leur 8e heure dans la journée, ils quittent l'entreprise et ils se mettent en grève à partir de ce moment-là, ils refusent de travailler. Ainsi, l'objectif, c'était plus seulement de quémander, mais de mettre en place de force. Et donc, pour préparer cela, il va y avoir de nombreuses réunions publiques, ne serait-ce qu'en Île-de-France, il y en aura plus de 200. Il va y avoir une grande banderole qui serait déployée sur le siège de la CGT pour revendiquer cela. Il y aura des distributions de tracts, des collages d'affiches. Donc vraiment une grosse préparation du mouvement, qui sera suivi de manière quand même assez importante. Un grand mouvement qui va prendre de l'ampleur dans les jours qui suivent et qui va réussir à non pas arracher les 8 heures, ça ce ne fut pas encore obtenu, mais ils vont obtenir le repos dominical, parce que jusqu'à présent il n'y avait pas de repos hebdomadaire. On travaillait 7 jours par semaine. À partir de 1906, le mouvement ouvrier obtient un jour de repos par semaine. Donc c'est déjà une avancée. Quant aux 8 heures, elles seront obtenues, elles, qu'en 1919. Et du coup, à cette occasion, le 1er mai 1919 sera, lui, férié. Ce ne sera pas maintenu pour le 1er mai suivant, mais ce 1er mai-là sera férié. Ce qui est du coup la première fois que le 1er mai n'est pas un jour où il faut faire grève, mais un jour où, enfin, on est payé, et donc enfin un jour où on peut participer au cortège du 1er mai sans se mettre en grève et donc en étant payé. Cela n'arrêtait pas le 1er mai. L'obtention de la journée de 8 heures n'allait pas arrêter le 1er mai, puisque globalement, déjà, c'était une journée revendicative globale. Le 1er mai, on avait été la revendication phare, mais il y avait beaucoup d'autres revendications à obtenir, donc il fut décidé de la poursuivre pour continuer de se battre, pour améliorer la condition des travailleurs en France, mais également dans le monde entier, où la journée de 8 heures n'était pas partout. Surtout qu'on était à l'époque aussi dans un contexte où l'idée d'une révolution faisait son chemin. On a vu les révolutions russes en 1917, qui a été suivie par plusieurs mouvements révolutionnaires dans une bonne partie de l'Europe, une bonne partie de l'Europe de l'Est. Il y avait eu des grands mouvements en Allemagne qui avaient failli aboutir à une révolution. Donc le contexte était là assez, aussi au niveau mondial, était à préparer la révolution. Donc il n'était pas question de l'arrêter le 1er mai à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant du RSS, de leur côté, à partir de 1920, le 1er mai sera un jour férié. Du coup, jusqu'au 1936, on va avoir des 1er mai variables, avec une ampleur variable en fonction du contexte, qui vont se structurer. Globalement, on va avoir les événements autour du cortège du 1er mai, puisque le 1er mai n'est pas seulement manifestation et grève, c'est également un événement qui a une vocation festive. On parle de fête des travailleurs, donc c'est rendre hommage et fêter les luttes. Donc il y a des chansons, l'international est souvent chanté, il y a des bals qui sont organisés, il y a des spectacles qui sont organisés. Ça va se structurer avec le renforcement des syndicats, la CGT à partir de 1895 qui se crée. Donc les syndicats se structurent, donc ils peuvent organiser mieux les événements. On a également la conquête de municipalités par la SFIO et le Parti communiste par la suite, parce que ces villes socialistes et communistes vont également être plus favorables au mouvement ouvrier et mettre à disposition des salles pour organiser des concerts, des spectacles, des meetings. Et donc cela va se structurer au cours des années. Durant cette période, on a quand même un 1er mai qui sort du lot, enfin 2 1er mai du coup qui sortent du lot, mais 1934 d'abord, contexte qui fait suite au 6 février 1934. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur l'évolution des mouvements politiques, avec la marche d'extrême droite qui a eu lieu à Paris à l'époque, pour protester contre la corruption du gouvernement, qui avait fait craindre un coup d'État fasciste, et du coup ça avait poussé la gauche à réagir. La CGT étant à ce moment-là en train de préparer sa réunification, et donc du coup ce 1er mai allait être teinté d'un grand antifascisme. Surtout qu'en plus du 6 février 1934 en France, qui avait fait craindre ce coup d'État fasciste, de manière exagérée, je vous l'ai déjà dit, il y avait le contexte international était aussi au fascisme, parce qu'il y avait l'Italie fasciste, et il y avait en Allemagne Hitler qui avait gagné un an avant. Donc il est clair que ce 1er mai fut assez particulier. Et ce fut ensuite le 1er mai 1936 qui fut important, puisqu'il se déroulait entre les deux tours des élections législatives qui vont voir la victoire du Front populaire, puisque le 26 avril 1936, le premier tour avait eu lieu, qui avait vu la gauche faire une forte poussée, et le second tour devait avoir lieu le 3 mai, 2 jours après le 1er mai. Donc évidemment, ce 1er mai était teinté à la fois de l'espoir porté par le Front populaire, mais également de la volonté de faire pression sur ce futur gouvernement pour s'assurer qu'il mette bien en application ses promesses.
Ce 1er mai allait également être marqué par l'opposition à la guerre qui montait. L'Allemagne était en train de s'étendre, la guerre d'Espagne allait bientôt commencer. On était dans une situation où le risque de guerre montait en Europe. Et le mouvement ouvrier, fortement marqué à la fois par l'internationalisme et le pacifisme, également marqué par le lourd tribut payé en termes de victimes, le lourd tribut humain payé lors de la Première Guerre mondiale, ce qui fait que l'envie de pacifisme était fortement présente. Et donc ce 1er mai 1936 allait voir 300 manifestations se dérouler à travers tout le pays, ce qui était une des mobilisations les plus importantes que le 1er mai avait connues depuis bien longtemps. Et on peut en profiter pour faire un petit point européen, étant donné que la situation européenne à l'époque est particulière, pour voir que les soubresauts politiques en Europe vont affecter le 1er mai. En Italie, par exemple, il sera interdit à partir de 1924, le fasciste Mussolini, qui va le remplacer par la fête du travail italien, la Festa del Lavoro Italiano, excusez-moi pour l'accent, qui sera mis le 21 avril, qui est la date supposée de la fondation de Rome. Et donc, il s'agit d'exalter la grandeur passée de l'Italie et de l'Empire romain. Voilà. Et le 1er mai, du coup, en Italie, va être établi qu'à partir de 1945, une fois le régime fasciste renversé. En Allemagne, le 1er mai sera de son côté maintenu par les nazis, mais fortement instrumentalisé et arraché aux syndicats. Ça deviendra une fête nazie. Maintenant, il se réclamait comme le parti des travailleurs allemands, le parti nazi. Donc, ils ont fait de la grosse récupération là-dessus en reprenant une journée de mobilisation qui était contraire à leurs valeurs et en faire une journée nazie. On peut également citer l'Espagne où à partir vraiment d'une prise de pouvoir de Franco, le 1er mai allait être interdit. Officiellement en 1939 quand il aura vraiment pris le pouvoir, mais dès 1936 il sera très perturbé par la guerre civile. Et il fallut attendre 1975 et la mort de Franco pour que le 1er mai soit rétabli en Espagne. Quant en France, il fallut attendre 1940 pour qu'ils subissent les affres de la guerre, puisque le régime de Vichy allait transformer la fête des travailleurs en fête du travail et de la concorde sociale, ce qui en faisait une fête célébrant non plus les luttes sociales et les luttes des travailleurs, les luttes des classes, mais une fête célébrant le travail comme valeur. Travail, famille, patrie. On est en plein dedans. Et c'est depuis cette date que la terminologie de fête du travail existe. Et que donc, lorsqu'on parle de fête du travail, en fait, on utilise une terminologie pétainiste. On reprend ce que le régime de Vichy disait, plutôt que ce que les syndicats ont toujours dit et continuent de dire aujourd'hui. Personnellement, je trouve ça assez problématique de voir qu'il y a toute une élite qui préfère prendre le vocabulaire de Vichy que le vocabulaire socialiste, marxiste. Ça, je pense que c'est assez révélateur. C'est également du coup à cette occasion que l'églantine va être remplacée par le muguet blanc, préféré à l'églantine rouge. Le muguet sera ainsi préféré parce qu'il était moins politique, même si le muguet ne vient pas de nulle part. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point muguet, petit point fleuri du muguet, pour voir d'où vient l'utilisation du muguet, la symbolique du muguet, autour du 1er mai. Déjà, c'est une plante printanière. Elle pousse dans cette saison, donc déjà, naturellement, il y a un lien entre le mois de mai et le muguet. Ça aide. Ce qui fait que déjà, chez les Celtes, c'était considéré comme une fleur porte-bonheur. La tradition, on laisse perpétuer au Moyen-Âge, puis elle acquit un statut officiel en 1561, lorsque le roi Charles IX, ayant reçu un brin de muguet le 1er mai, décida que chaque année, il allait offrir un brin de muguet aux dames de la cour. Et donc du coup, ça allait dans l'élite, par imitation du roi, se faire d'offrir aux dames des muguets pour le 1er mai. Néanmoins, ça n'allait rentrer dans la culture populaire qu'à partir du 1er mai 1900. En effet, les grands couturiers parisiens allaient organiser une fête ce jour-là et, pour faire un petit coup de pub, ils allaient offrir à chaque femme qui allait se présenter des brins de muguet. Du coup, vu que ça a été diffusé assez massivement, ça va avoir tendance à le faire rentrer dans la culture populaire. Surtout porté par la droite et le patronat, qui préféraient le muguet moins politique que l'églantine, et donc préféraient en faire de cette fleur le symbole du 1er mai. Mais ils n'ont pas réussi à le faire, certes le muguet a été popularisé, mais ils n'ont pas réussi à l'imposer,
il a fallu attendre du coup le régime de Vichy pour que ça soit imposé de manière forte. Le muguet, ça par contre, est vraiment rentré dans la culture populaire, y compris chez les syndicats et les partis de gauche, par exemple le Parti communiste qui vend traditionnellement son muguet chaque 1er mai. Donc là-dessus, par contre, si autant la fête du travail n'est pas acceptée, et le muguet, lui, par contre, est rentré dans les mœurs. Ensuite, il a fallu attendre 1947 pour que le 1er mai soit rétabli en tant que vraiment fête des travailleurs et fête organisée par les syndicats. Même si la terminologie fête du travail restera la terminologie officielle, au moins on rentrera à nouveau sur une mobilisation organisée par les syndicats. Mais c'est également à partir de ce jour que c'est devenu un jour férié, donc payé même si on ne travaille pas, du coup, de manière définitive. Comme je l'ai dit, en 1919, ça a été pour l'année, mais là, à partir de 1947, c'est définitivement un jour férié. Le 1er, du coup, allait se poursuivre, avec quelques dates symboliques. Évidemment, le 1er mai 1968, qui apparaît comme le lancement du mois de mai 68, le mois célèbre pour ses luttes, même si les luttes avaient déjà commencé avant. Il y avait un contexte de mobilisation sociale assez fort depuis fin 67, début 68, mais le 1er mai allait symboliser le lancement d'un grand mois de lutte qui allait obtenir de nombreuses avancées sociales. Parce qu'il ne faut pas oublier que mai 68, c'est une augmentation de 35% du SMIC, la baisse du temps de travail, des conditions de travail qui vont s'améliorer dans beaucoup d'endroits. Donc c'est un grand moment d'avancée sociale. De plus, il faut se rappeler aussi un élément, c'est que le 1er mai 68, c'est le premier 1er mai avec des manifestations depuis 1954. Puisqu'en effet, à partir de cette date-là, elles allaient être interdites du fait du contexte de la guerre d'Algérie. Et que même après 1962, lorsque la guerre d'Algérie prit fin, les manifestations du 1er mai vont rester interdites jusqu'en 1968. Et du coup, il va y avoir de grandes manifestations ce jour-là. Par exemple, à Paris, il y aurait eu 100 000 personnes d'après les syndicats, 25 000 selon la police. Ce qui est quand même plutôt une mobilisation assez importante. Surtout lorsqu'on sait qu'il n'y en avait pas eu depuis longtemps, et donc la tradition s'était un peu perdue. Ensuite, parmi les 1er mai symboliques, on peut également citer les 1er mai présidentiels, puisque depuis 1981, chaque 1er mai a lieu entre les deux tours des élections présidentielles. Et donc forcément marqué par le contexte politique. Que ce soit l'espoir en 1981, puisque Mitterrand, premier président de gauche depuis la Ve République, il y avait un espoir qui avait été soulevé. Également le 1er mai 2002, marqué par l'antifascisme, avec Jean-Marie Le Pen qui était au second tour, ou le 1er mai 2012, marqué par l'anti-sarkozysme. Donc, ces 1er mai-là sont également des 1er mai assez symboliques. Et puis on peut parler également des 1er mai qui ont lieu en période de mobilisation sociale, 1er mai 2006 contre le CPE, 1er mai 2016 contre la loi travail, qui sont également forcément teintés d'un certain contexte social plus important. Et donc voilà, nous avons fait un tour du 1er mai en France. Surtout en France, on a parlé un peu du 1er mai à l'étranger, mais on est resté concentré sur la France pour une raison simple, c'est que c'est un juillet extrêmement vaste. Ça sera déjà une vidéo longue et je ne comptais pas vous assommer en vous parlant du 1er mai partout. Peut-être que, éventuellement, ça pourrait rentrer dans les traditions de la chaîne, que chaque 1er mai, je vous parle de l'histoire du 1er mai dans un pays. Ça peut être une idée intéressante. Mais aujourd'hui, nous en avons terminé. J'espère que vous avez appris des choses, que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!